On est parti d'un constat que le système économique était véritablement à bout de souffle, je crois que c'est une réalité d'une grande évidence, et qu'il y avait la nécessité, au-delà, par-delà ou à côté des partis, qui eux sont en retrait, pour ne pas dire en retard, sur la nécessité de réfléchir sur un nouveau mode, un nouveau système économique dans lequel nous allons essayer d'apporter à la fois ce que nous avons envie de faire et ce que nous avons surtout envie de faire ensemble. C'était la nécessité de véritablement repenser ensemble avec d'autres ce modèle, ce nouveau modèle de développement économique, social, bien sûr, écologique et démocratique. C'est que dans un grand marché comme ça, chaque État en fait a intérêt à chercher à limiter le coût du travail chez lui pour exporter davantage chez les autres. Simplement, quand il y a un État qui fait ça, il peut être gagnant, mais quand tout le monde fait ça ensemble, on est tous perdants. Et donc c'est la raison pour laquelle l'espace européen est un espace de faible croissance, excusez-moi, comme si c'était à vous chez vous, et de fort chômage depuis le début des années 80 déjà. On est depuis le départ dans un système qui ne peut pas marcher, qui ne peut générer que de la faible activité et du chômage, et donc qui génère aussi parallèlement de la frustration politique. C'est pas d'aujourd'hui que les peuples sont méfiants vis-à-vis de la construction européenne, sans défi, déjà le traité de Maastricht, etc. Ce qui s'est passé avant la crise, la zone euro est tombée en crise à cause d'un double déséquilibre. La politique excessivement restrictive des Allemands, sous Schröder en particulier, d'un côté, et la politique excessivement expansive, en particulier en termes d'endettement privé, beaucoup plus que public, des pays qui sont en crise aujourd'hui, la Grèce, enfin pas la Grèce, c'est un cas particulier, c'est plus vraiment l'endettement public, mais l'Irlande, l'Espagne, etc. Donc c'est ce double déséquilibre qui a amené à la crise de la zone euro. Mine de rien, nous, on a été à peu près les seuls raisonnables dans les 10 premières années de la zone euro. Vous prenez la moyenne de toutes les données macroéconomiques de la zone euro et vous prenez les données françaises correspondantes, c'est à peu près toujours la même chose. On est un certain nombre à penser évidemment que ces 50 milliards d'euros d'économie méritent d'être rediscutés. On a évidemment à se poser la question de leur pertinence, si tout cela a bien un sens. Sinon, d'aller vers, encore une fois, un appauvrissement général. En tout cas, c'est mon sentiment pour ce qui me concerne. On ne peut pas, à mon sens, faire l'impasse de cette discussion. Il y a vraiment des secteurs qui sont vulnérables et il faut très certainement apporter un peu d'oxygène, au moins pour la période délicate qui est la leur actuellement, qui est la nôtre de manière plus globale. Donc, une politique de l'offre, pourquoi pas, exclusive, non. Très certainement, on doit, là aussi, lorsque on associe ces 50 milliards d'euros d'économie à la question aussi du pacte de responsabilité, puisqu'on va bien sûr parler d'un pacte de responsabilité jumelé avec un pacte de solidarité, ce qui me fait quand même entre nous aussi doucement rire, lorsque pour l'un on consacre 25 milliards et que pour l'autre on y consacrera près de 41 milliards, on voit le delta et on voit où se situent véritablement les priorités de ce gouvernement. J'ose espérer en tout cas que c'est un débat qui saura irriguer à peu près toutes les couches de ce parti pour faire en sorte que, encore une fois, on n'aille pas tête baissée sur une politique de l'offre qui, à mon sens, va nous mener dans le mur, ou en tout cas peut être un coup d'épée dans l'eau, dans, je dirais, les
difficultés qui sont des nôtres. Et puis on ne peut pas faire une passe, en effet, sur la cherté de l'euro. Il ne s'agit pas évidemment là aussi de le faire retrouver sa parité, un dollar et un euro, mais force est de constater qu'il y a besoin là aussi de remuscler notre industrie, nos entreprises pour l'export. On n'est pas un pays de rentiers, en tout cas, on est un pays jeune, un pays d'actifs. La compétitivité, d'habitude, on regarde d'abord la balance commerciale, c'est le premier truc qu'on regarde, et la balance commerciale de l'Europe est positive. On se dit, ben mince, alors, en fait, c'est pas là qu'il y a le problème, donc on va aller plus loin. Donc on va se dire, si c'est une balance commerciale positive en Europe, c'est qu'il y a des pays qui ont des soucis, et notamment que c'est des problèmes de compétitivité coût. Et que les pays qui ont un bas coût dans l'Europe permettent à l'Europe d'avoir une balance commerciale excédentaire, mais qu'il y a des pays qui ne font pas les réformes structurelles qui permettraient à ces pays de s'en sortir. Et donc là, j'ai regardé quelles étaient les balances commerciales des pays de l'Union européenne. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que les pays les plus en position la plus favorable, il y a les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suède et le Danemark. Et donc je regarde le coût du travail en Europe de ces pays-là, et on retrouve la Suède en deuxième position en coût du travail élevé, le Danemark en troisième, le Luxembourg en cinquième, les Pays-Bas en sixième et l'Allemagne en septième. J'ai parlé de la Finlande aussi, qui est juste derrière. Donc on peut se dire, mince, il y a un petit souci, puisque ça ne correspond pas à la logique habituelle. Un coût du travail élevé en Europe donne une balance commerciale élevée aussi. Là, il y a la question de l'euro. Donc, on parle de la valeur de l'euro qui serait le problème majeur. Donc, je ne vais pas dire que le niveau de l'euro ne pose aucun problème et que sur certains secteurs, ça ne pose pas de problème. Mais qu'est-ce que je regarde ? Je regarde la balance commerciale des pays de l'eurozone, l'évolution à partir des années 90. Et je regarde à partir du moment où l'euro est arrivé. Alors qu'est-ce que je constate ? La balance commerciale de la France commence à diminuer en 99, c'est-à-dire au moment où l'euro perd énormément de valeur et chute jusqu'à son niveau le plus bas, à 0,85 en année 2001. L'euro ensuite augmente très fortement par rapport au dollar. L'euro augmente très fortement, et là, qu'est-ce qu'on peut constater ? C'est que la balance commerciale de la France a exactement la même pente. C'est-à-dire que ça continue à descendre, certes, mais ça ne descend pas plus que quand l'euro était très faible et qu'il descendait en valeur. Donc ça n'est pas si simple que ça. Et un des chiffres aussi qu'on a, c'est que quand je vous ai dit que la balance commerciale de l'Europe était positive, c'est la balance commerciale totale de l'Union à 28. Mais si on prend juste la balance commerciale hors zone euro, elle est déficitaire. Là, je crois que dernièrement, ça a été, ils sont repassés au-dessus. Mais globalement, c'est la zone euro qui tire le reste de l'Europe en termes de balance commerciale extérieure. Qu'est-ce qui se passe en France ? Est-ce que c'est la question du coût du travail qui pose problème en France ? Et là, on peut se poser la question de la structure de la balance commerciale française. Et là, on se rend compte que la plus grosse partie du déficit commercial en France se fait sur les questions énergétiques. Donc en fait, si on baisse le coût du travail en France, ça ne va pas résoudre la question énergétique de la balance commerciale. Si on sortait de la zone euro, qu'on avait le franc et qu'on faisait une forte dévaluation, on aurait une très forte augmentation du prix de l'énergie puisqu'on l'achète à l'extérieur, et donc on creuserait très fortement la balance commerciale extérieure de la France. Et on a vu, l'Allemagne a un aspect positif au niveau de la structure de l'Allemagne,
De la même manière, la France actuellement a des soucis structurels au niveau de son économie. Ça n'est pas le fait de baisser le coût du travail qui va résoudre les problèmes structurels de la France. Alors la compétitivité, c'est quoi? La compétitivité, c'est avoir du travail en France à la place d'avoir du travail ailleurs. Puisque le terme de compétitivité, c'est pas augmenter le marché partout, c'est faire en sorte de gagner des parts de marché à la place des autres. Donc c'est un petit peu oublier le fait qu'au départ, les socialistes étaient l'internationale des travailleurs, même syndicalement. Il faut se rappeler que les mineurs, quand ils ont commencé à se syndiquer, c'est parce qu'il y avait des syndicalistes anglais et des syndicalistes allemands qui venaient apprendre le syndicalisme en France. Donc il y avait cette internationale de se dire, on va travailler pour faire en sorte de hausser le niveau, pas seulement des travailleurs français, mais de hausser le niveau de tous les travailleurs dans le monde. Donc il y a déjà un petit problème de concept. La relation de l'inflation, c'est une relation entre la masse monétaire et ce que l'on produit. Mais les libéraux oublient toujours de nous dire qu'on peut produire plus. Et donc ils nous disent « Ah, si on crée de la monnaie, ça va faire de l'inflation, c'est pas possible, il ne faut surtout pas le faire. » Attention, créer de la monnaie pour nous. Créer de la monnaie pour les banques, ça ne les a pas gênés. Créer de la monnaie pour financer les infrastructures, pour financer les dépenses de l'État, pour financer la reprise de l'économie et remettre les gens au travail avec des salaires décents, ça par contre ça les gêne. Sauf qu'en réalité, si on faisait ça, ça permettrait de faire augmenter la production, et donc la production montant par rapport à la masse monétaire, l'inflation s'effrite. Donc il faut avoir ça en tête, que la zone euro nous permet de faire ça. Alors que si on était au niveau du franc, et là je reviens à ce que disait Guillaume aussi au début, avec le franc, il faut se rappeler que dans les années 90, le franc était soumis à la spéculation totale, et qu'il était ballotté, qu'un coup il baissait, un coup il montait. Et ce n'était pas parce que nous on le voulait, c'était pas parce qu'on voulait que le franc soit faible ou que le franc soit fort, c'est parce que globalement la zone économique française était insuffisante au niveau mondial pour faire en sorte de gérer la valeur du franc. Alors que la zone euro, elle, est suffisamment forte pour pouvoir imposer ses points de vue au marché et empêcher la spéculation de se passer. Donc, contrairement à ce qu'on dit fréquemment, la zone euro est ce qui nous permet de nous libérer au niveau des marchés. Simplement, la question se pose de qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on utilise une politique de droite ou est-ce qu'on utilise une politique de gauche? Je dois apporter des réponses immédiates. Par exemple, depuis une semaine, on nous dit, voilà, on a annoncé 650 000 ménages qui vont retrouver un minimum de pouvoir d'achat. Et ça fait 2 mercredis matins qu'on nous dit, bon, alors vous êtes pour la PPE, vous êtes pour la réduction... vous voyez, voilà. Et là, il faut répondre, je suis dans le temps court, je ne suis pas dans ce qu'on fait là. Je voulais juste vous dire ça pour vous dire que c'est difficile et qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc je suis là aussi pour réfléchir au temps long. Mais aujourd'hui, je sens que la situation est très fragile. Quand on est dans nos circonscriptions, quand on est à l'Assemblée, l'UMP ne rêve que d'une chose, c'est l'éclatement pour qu'il y ait dissolution et qu'ils reprennent le pouvoir pour 20 ans. Donc voilà, que fait-on par rapport à ça? Sauf que les Allemands, c'est comme les Français, ils sont désinformés par de la gourou économique qui ne veut rien dire. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas, justement, proposer un système qui récompense celui qui prend la tête du peloton de temps en temps? Transposer à l'Europe, ça voudrait dire quoi? Aider celui qui va faire un peu de relance? On n'a pas parlé trop d'harmonisation à défaut de convergence fiscale européenne. J'en ai assez d'entendre parler de charge sociale, même chez des gens qui se disent de gauche et du Parti socialiste. Avant, ça n'était peu parmi les camarades ou les gens de gauche. Maintenant, on nous impose un vocabulaire, en plus d'un paradigme, qui nous oblige à penser d'une certaine manière. Charge, c'est lourd, donc c'est pas possible. La cotisation, les réductions des charges sociales, c'est des diminutions de salaire. Je pense qu'il faut parler clair, il y en a marre, il faut toiletter les mots, que le développement durable c'est du capitalisme, que les salariés ce ne sont pas des salariés mais des ouvriers, et que ceux qui ont le RSA ne sont pas seulement bénéficiaires.
Donc, toilettons les mots et résistons déjà par les mots. Ça, c'est ma remarque. L'État doit faire du déficit public. Ça rend flou le secteur privé, ça lui redonne de l'épargne. Quand ça devient inflationniste, là, la Banque centrale se met à relever son taux d'intérêt. Et donc là, on peut remonter jusqu'à avoir à nouveau une marge de taux d'intérêt qu'elle pourra baisser en cas de problème, en cas de crise soudaine. Et on se reconstitue une marge de sécurité. Et cette marge atteinte, une fois atteinte, là, on peut réduire le déficit public.